Nous sommes bien sur Radio Large, au Livre à Vannes 2025, en partenariat avec la ville de Vannes, et j'ai l'honneur de recevoir Sandrine Colette. Bonjour. Bonjour Sandrine Colette. Alors moi, à chaque fois que je vous lis, je me dis, oh, c'est celui-là le meilleur. Vraiment, depuis Des nœuds d'acier qui m'a soufflé, et toujours Les forêts qui m'a énormément marqué. On était des loups, j'ai été emportée à chaque fois. Et là, on est là pour ce roman Madeleine avant l'aube, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, le prix Goncourt des détenus. Alors je crois comprendre pourquoi, mais on en reparlera tout à l'heure. J'ai vu qu'il avait reçu des tonnes de prix étrangers aussi. Oui, des choix Goncourt de l'étranger. Les choix Goncourt de l'étranger, mais une liste impressionnante. Ce roman, c'est un drame oral poignant, saisissant, animal, primal, et qui m'a fait penser à l'écriture de Jean Giono, que j'adore depuis que je suis ado. Pour moi, c'est du Giono en mode un peu thriller glacial, quoi. C'est un grand compliment, parce que Giono, c'est justement, moi je trouve qu'on le lit trop jeune, parce que quand on le lit à l'école, on ne mesure pas à quel point c'est formidable, c'est une lecture obligatoire. D'ailleurs, on ne le lit plus beaucoup, Non. Et donc je l'ai relu plus tard. Je l'ai relu adulte, et voilà, ça m'emporte, c'est vraiment... En lisant après coup, j'avais déjà écrit des romans. Je me suis dit, mais finalement, je me sens chez moi quand j'ouvre un de ces livres. C'est un monde hors du temps, posé dans le Morvan. On n'a pas trop de repères chronologiques, géographiques, même si, du coup, en tant que lecteur, on se dit, tiens, quand même, la grande famine, tout ça, 1709, mais c'est intemporel dans le roman. C'est un choix. Oui, c'est un choix, c'est de faire des romans. Moi, j'utilise beaucoup les schémas du conte. Donc les contes, il y a très peu de cadres spatio-temporels, parce que l'important, c'est justement ni où ça se passe, ni quand ça se passe, mais c'est l'histoire que ça raconte. Et l'histoire, elle, est intemporelle. C'est-à-dire que si on prend les thèmes de Madeleine, on doit pouvoir se dire c'est arrivé il y a 300 ans, c'est arrivé il y a 1000 ans, et ça arrive aujourd'hui. Et j'ai des lecteurs qui me disent que pendant au moins 50 ou 80 pages, ils se sont demandé si c'était pas un roman d'anticipation, si on n'allait pas découvrir qu'en fait c'était après l'effondrement de la société. Donc voilà, il faut que ça paraisse intemporel et universel, et pour ça il ne faut pas mettre de date. Même si on peut retrouver effectivement Oui, et des puis éléments chacun, historiques. en fonction de son histoire, chacun se fait des repères, mais effectivement, et ça marche super bien. On a des personnages en état de survie. On a les jumelles, on a la vieille Rose, on a Bran, le narrateur, et surtout Madeleine, qui incarne autant d'incarnation de la combativité humaine. On a la maternité contrariée, on a la renaissance par la fillette sauvage. Quel personnage, Madeleine! Oui, Madeleine, c'est... En fait, j'avais le choix, je me dis, je prends un univers qui est complètement figé, qui a existé réellement, c'est-à-dire il y a eu des siècles de servages, de paysans, quelle que soit la façon dont on les appelle, parce que quand ça s'adoucit, c'est plutôt des fermiers, enfin voilà. Mais voilà, des siècles de cet univers avec des maîtres et des paysans, où rien ne bouge, et vraiment rien ne bouge. Je me dis, comment on peut faire bouger cet univers qui est complètement figé et qui est comme un univers asphyxié, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air à l'intérieur. Si le courant d'air, soit je choisis qu'il vienne de l'intérieur, soit de dehors. J'ai choisi de dehors, et donc c'est le petit élément étranger, Madeleine, qui permet qu'à un moment on se dise, mais finalement tout ce qui a l'air de toute éternité et de toute évidence n'est pas évident, ne va pas de soi, et donc on peut râler. C'est ça. Et on râle bien. Et ça nous fait du bien. C'est une écriture qui est vraiment haletante, mais à chaque fois, de toute façon, dans tous vos romans, une alternance de phrases brutes et d'images poétiques, des arrêts de récit pour générer du suspense. Alors ça, j'ai adoré. C'est pas la première fois que j'ai adoré. Le rythme est super dense. Je lisais, je retenais ma respiration, j'avançais. C'est naturel chez vous, c'est inné, ou ça demande énormément de travail d'écrire comme ça? Non, c'est ça qui est drôle et qui est toujours un peu difficile à expliquer, parce que ça vient tout seul. En fait, à partir du moment où on a l'histoire en tête, je dirais que l'écriture s'ajuste d'elle-même. Enfin, en tout cas, chez moi, j'ai cette espèce de chance, de facilité, qui fait que je mature l'histoire pendant plusieurs mois, sans l'écrire. Je prends des notes, je fais un plan, j'y réfléchis en me disant, tiens, il pourrait y avoir ça, ça serait ça. Donc je la visualise complètement, c'est-à-dire que j'ai un film. Et au moment où je décide de l'écrire, je transpose ce film en mots.
tout est déjà assez bien calé. Il reste plein de blancs justement pour inventer des nouvelles choses, mais je sais d'où je pars, je sais où je vais, j'ai des rebondissements. Ouais, il y a la trame qui se fait en amont. Et donc l'écriture sait où elle va, et je ne sais pas comment dire, tout de suite elle se cale au rythme, et elle vient, je ne sais pas, dans mon précédent, je me suis dit c'est l'emballement de la pensée, on enlève de la ponctuation pour qu'il y ait cette espèce d'effet de manque de souffle, de manque d'air, etc. Et ici, il y a quelque chose de beaucoup plus cyclique, on est dans la France rurale, avec les saisons qui reviennent, avec des choses de toute éternité, donc il y a à la fois une lenteur et ces moments tragiques, dramatiques en tout cas, qui arrivent, et à ces moments-là, ça s'emballe, et l'écriture colle, j'allais dire toute seule, en fait il y a quelque chose de magique là-dedans. Ah ouais, mais il y a quelque chose de magique dans votre écriture, et il y a quelque chose de magique à vous lire, mais vraiment. Donc moi j'ai vu que Madeleine avant l'aube est née d'un manuscrit initial qui s'appelait Grand Hiver, c'est bien ça, qui a été mis de côté avant d'être repris. Après, On était des loups, qui était un récit sur un homme et un garçon qu'il n'a pas désiré. Là on tombe sur la petite fille. Et il a donc été, vous l'avez profondément remanié, vous avez supprimé la deuxième partie, vous avez ajouté Bran comme narrateur, si je ne me trompe pas, il y a donc une nouvelle structure. Comment est-ce qu'on vit ce retour justement sur ce texte mis de côté? Parce que là, vous me dites, voilà, il y a eu la trame. Mais du coup, il y a eu On était des loups qui est arrivé malgré vous, apparemment qui s'est imposé à vous. C'est à peu près ça, oui. Pourquoi ce fonctionnement-là? Pourquoi Mais là, c'était vraiment exceptionnel. C'était pas prévu. C'est juste que voilà, l'idée d'On était des loups arrive à un moment et est tellement prégnante que ça me parasite. Donc, j'arrive plus à écrire Madeleine. Ouais. Parce qu'il y a cette autre idée qui est mon univers complètement, c'est-à-dire des forêts montagneuses, des chevaux, de la vie à l'écart et tout ça. Et je me suis dit, pour m'en débarrasser, c'est vraiment le mot, hein, pour m'en débarrasser, il faut que je l'écrive. Et puis on a envie de plonger dedans. Donc j'écris On était des loups. C'est la première fois que je laisse du coup un texte de côté et que j'y reviens 2 ans après à peu près. Et que je me rends compte quand on le laisse de côté, ça a cette vertu-là, on voit les défauts. Parce qu'on a eu le temps de l'oublier, donc on replonge dedans en se disant oulala. Et c'est grâce à ça en fait qu'on a cette œuvre magistrale. C'est grâce à ça, puis au regard de l'éditeur, hein, forcément, parce que c'est à ça que ça sert un éditeur. C'est à ce qu'on lui envoie un texte qui va être 2 fois meilleur le jour où on a fini de retravailler dessus, d'après ses conseils, ses suggestions, ses impressions. Mais les deux alliés, c'est vrai que c'est un des textes que j'ai beaucoup remanié, et notamment dans l'idée qu'on enlève le délayage. J'avais une deuxième partie qui était, alors pas du délayage, mais finalement du déjà vu pour moi. Okay. Une espèce d'errance après dans la forêt, et c'était trop près d'On était des loups, mais c'était pas prévu au départ, je devais pas écrire On était des loups. Oui. Donc c'est après coup on se rend compte, on se dit ah, mais non, on a 2 fois la même chose. Finalement c'est peut-être cette partie-là qui a inspiré On était des loups, qui était plus forte que tout et qui a fait que ça s'est arrêté mais et que oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'on ne sait pas, mais alors on prend. Hein. Donc Madeleine me dit, ben voilà, il y a ce roman, aux 2 tiers, il faut qu'il s'arrête. Okay. Parce qu'aux 2 tiers, on a une espèce d'apothéose, voilà. Et c'est là qu'il faut que ça s'arrête. Donc comment est-ce qu'on reprend? C'est dur d'arrêter comme ça, non? Ou pas? Non, parce qu'on sait que ça va être mieux. Ouais. Et donc vraiment l'idée, la conviction que ça sera meilleur fait que c'est plutôt excitant de se remettre au travail en disant voilà, tout ça pour arriver là, et ça va être cette espèce d'apogée, alors dans la violence, dans la vengeance, mais dans la justice, dans l'espoir, dans plein de choses. Non, c'est plutôt la joie de reprendre à ce moment-là. Ok. Vous avez décidé de faire parler Bran à la première personne, comme dans On était des loups. Oui. Et pourquoi, je me suis dit, pourquoi lui plutôt qu'un autre narrateur, qui est magique, hein, que j'ai adoré, hein, mais pourquoi lui? Et est-ce que et je me suis demandé si ça avait dessiné la tonalité finale du récit, du coup. Est-ce qu'il y a un lien? Alors c'est compliqué de répondre parce qu'on peut pas trop expliquer. C'est toujours dommage d'expliquer. Gardant un peu de secret, un peu de suspense. Voilà, exactement. En tout cas, bon, l'utilisation de la première personne du jeu, je sais que moi en tant que lectrice, je trouve ça compliqué. Il faut vraiment que ça soit bien fait. Oui. En revanche, à écrire, c'est fabuleux parce que ça permet de se mettre à l'intérieur d'un personnage et donc de se dégager du regard un peu distancé. On peut être en plein dedans. Donc on peut être dans les sensations, dans les émotions et
dans quelque chose de, là d'autant plus. Je m'arrête là, d'extrêmement viscéral, brut, Oui. infralangage, Oui. en fait. Mais en tant que lecteur, on a ressenti, c'est ce qu'on a. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense que je suis pas la seule. De toute façon, au vu de tous les prix, je suis bien humble pour dire. Moi, je l'ai ressenti. Mais oui, cette partie-là est très forte aussi. On rentre dedans, on rentre à l'intérieur également, quoi. C'est super fort comme moment. Mais il y a tellement de moments forts. J'ai adoré. J'ai envie de vous parler des jumelles Ambre et Alice, qui incarnent donc 2 rapports à la maternité, une qui est stérile et l'autre qui est mère. Comment est-ce qu'on conçoit ce double portrait? Est-ce qu'elles ont été aussi inspirées de figures réelles ou est-ce qu'elles sont symboliques? En fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que, comme je disais, je suis un peu... je tire les ressorts du conte, mais dans les contes, il y a des archétypes. Donc je suis sur des archétypes, je les assume. Ouais. Il y a la figure du mâle, enfin, ou l'ogre, il y a la forêt, voilà. Et les jumelles, bon, c'est les sœurs. Dans les contes, il y en a en permanence. Je le nuance un petit peu plus en général. Il y en a une qui est laide et méchante et l'autre qui est belle et douce. Là, les deux sont belles. Je trouve ça voilà, un tout petit peu plus intéressant. Donc je vais chercher tout simplement ce ressort du conte. Après, on ajoute quelque chose. Forcément, on ressort des choses qu'on vit. On a eu quelque chose familialement compliqué récemment. Et moi, j'ai une sœur qui n'est pas jumelle, hein, mais simplement une sœur. Et c'est le moment où vous vous dites, mais si je ne l'avais pas, ça aurait été vraiment dur la vie. Enfin, on sent. Je veux dire, on sent viscéralement ce que c'est que les liens du sang. Et on se dit qu'on a de la chance d'avoir cette relation-là. Que ceux qui ne l'ont pas, on ne sait pas de côté de quoi on passe. Et j'avais envie d'écrire aussi sur la sororité, donc le mélange des deux fait que Ça a donné Ambre et Alice. Ça donne Ambre et Alice, et qui ne sont pas dans l'opposition comme dans les contes, en revanche. Non. Et qui sont, même quand il pourrait y avoir une concurrence justement autour de cette maternité, comment est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose, au contraire, qui les rapproche, qui les refusionne encore plus. J'ai trouvé ça magnifique, ce moment-là, où Madeleine arrive et comment effectivement les 2 sœurs réagissent. J'ai trouvé ça beau, c'était magnifique. Il faut qu'il y ait un peu de beauté dans ce roman très noir. Mais c'est un peu, de toute façon c'est votre style, c'est votre écriture dans tous. Moi je retrouve mes instincts primaires et je suis pas la seule. Je me sens primale quand je vous lis, je retrouve des racines, on a les pieds dans la terre, on revient à nos racines, à ce qu'on est au fond. C'est effectivement souvent et très souvent noir, brut, dur. Vous n'êtes vraiment pas tendre. Les personnages ne sont pas tendres, mais tellement empreints d'humanité. Et il y a toujours quand même de l'amour, de la douceur. Il y a toujours des sentiments qui sont là. Et ce mix des deux, mais ça nous emmène. Mais c'est fou, quoi. Oui, mais la violence pour la violence, ça n'a pas de sens. Dans un roman, hein. Oui. La vie s'en charge. Et donc c'est l'idée, c'est s'il y a de la violence, s'il y a de l'obscurité, c'est pour montrer qu'il y a de la lumière, même si elle est minoritaire, mais c'est au contraire pour souligner ces petits moments d'amour, d'espoir, de tout ce qu'on veut, qu'il y a de la noirceur à la base. Et tout est exalté, et ces moments de douceur, vous les mettez avec de la douceur en plus. Ils ne sont pas exaltés, eux. Les moments de douceur, les moments d'amour sont toujours très simples. J'en reviens à Giono, avec ses personnages, j'en reviens à ça, mais c'est ça. Et où il n'y a pas besoin d'en dire trop. Juste de poser les bons mots au bon moment. C'est le petit imaginaire qui fait le reste grâce à vos mots. Et on se prend d'amour pour tous ces personnages et il y a tellement d'émotions. Donc il y a les thèmes et les symboles, effectivement. Le roman qui interroge sur la relation entre l'humain et la nature, dont il y a toute cette puissance cyclique qui est présente, bien présente. Comment est-ce que vous écrivez ce que j'appellerais une nature personnage? Parce que c'est un peu ça quand même, la nature c'est un personnage à part entière dans tous vos romans, de toute façon. Mais dans celui-là aussi, et surtout sans tomber ni dans l'idéalisation, ni dans l'apitoiement. Est-ce que ça a un rapport avec le fait de votre propre vie, à vous, dans le Morvan, ce que vous vivez au quotidien Alors forcément, nature un rapport avec ça et avec les gens qu'on voit fonctionner autour de nous, où je pense qu'il y a un excès dans le retour à la nature, puisque vous avez une exaltation qui se trompe en disant, je suis d'accord, la nature nous ressource, mais il n'y a pas de volonté. Et quand on entend les gens dire que la nature est bonne ou généreuse
ou que la nature se venge, etc. Je me dis non, là on fait une erreur en fait. Et donc je veux voilà, que ça soit clair là-dessus. Donc la nature est un personnage, mais dans ces limites-là, sans l'anthropomorphiser, pardon. Donc je veux revenir à ça, en sachant que c'est elle qui nous nourrit. Elle ne fait pas exprès, simplement. Mais c'est d'elle qu'on tire ça, et c'est d'elle aussi qu'on tire, je pense, nos plus grands dangers. Et ça, on le sait aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que la nature, c'est peut-être le seul élément du monde que l'homme ne maîtrise pas. Et je trouve que rien que pour ça, pour la façon dont elle nous remet à notre place, ça vaut le coup de lui donner cette importance-là, voilà, dans ses limites. Je suis à la limite. Quand je parle de la nature ou de l'animal, effectivement, on se dit ne pas leur accorder, entre guillemets, les raisonnements que nous faisons, parce que c'est vraiment notre regard, c'est arrêter de passer par le prisme humain à chaque fois, et donc essayer d'imaginer l'autre, alors avec une frontière que je franchis parfois, hein, mais qui essaye de respecter le fait que la nature, l'animal, etc., c'est autre chose, mais que finalement, la frontière est assez poreuse aussi. Et pour revenir à Madeleine, par rapport à sa révolte, elle prend des formes multiples contre l'autorité masculine, la nature, la mortalité. Pour moi, c'est une figure révolutionnaire. Est-ce que vous l'avez construite comme ça, vous l'avez pensée comme ça? C'était un peu une sorte d'écho aux formes de révolte contemporaine. Ou est-ce que c'est plutôt un archétype universel? C'était quoi? Non, c'est plutôt. Oui, enfin, oui, si, c'est la visée universelle, justement, parce que voilà, ça fait partie des figures intemporelles. Je me dis aussi, puisque vous l'avez dit, on ne sait pas quand c'est, mais vous avez parlé du grand hiver. Moi, c'est comme ça que j'ai. Enfin, c'est à ça que j'ai pensé. Absolument. Et historiquement, même si ce n'est pas dit, mais tout le cadre, le contexte historique, le moment de Madeleine, c'est un socle réel. Oui. Et c'est la grande. C'est 1709. Et je me dis, mais au moment où existe la petite Madeleine, dans quelques décennies, c'est la Révolution française. Et donc voilà, on est sur cette espèce de maturation, d'émulsion. Ça monte. En fait, ça monte depuis longtemps, mais voilà, ça monte. Et ça fait écho aujourd'hui, peut-être, mais c'est quelque chose qui a traversé l'histoire de l'humanité, la révolte. Oui. En petit ou en grand, mais... Madeleine Avanhomme, donc on a dit, j'ai dit au début qu'elle avait reçu le concours des lycéens et le concours des détenus en 2024. Ces prix parlent de résonance auprès d'un public donc scolaire et carcéral. Je voulais savoir ce que ça a éveillé en vous déjà, ces deux prix, le scolaire et le carcéral. D'abord l'idée que, ce sont les deux concours de lecteurs. Donc voilà, ça a une saveur vraiment particulière parce qu'on dit, on est au cœur de notre lectorat, enfin au cœur, c'est pas le cœur, parce que c'est pas notre lectorat typique. Non. Mais c'est des prix de lecteurs. Donc ça je mesure. Après, je me dis les jeunes, c'est pas la première fois moi qui me surprennent parce que c'est vrai que je me donnais pas gagnante entre guillemets et je donnais pas cher de la peau de Madeleine. Mais si on regarde les années précédentes, les lycéens, ils font pas des choix faciles. Et je pense qu'on se trompe quand on imagine ça. Je dirais, à tort ou à raison, ils ont tellement l'impression aussi de s'ennuyer dans des lectures obligatoires anciennes imposées par le système scolaire, que quand ils rentrent dans une littérature de l'imaginaire, émotionnelle, viscérale, même si elle est dure, l'année dernière avec Triste Tigre. Oui, carrément. Voilà. Et peut-être d'autant plus si elle est dure parce qu'il y a des questions, il y a des choses qui font écho toujours aujourd'hui et donc ils vont aller là-dessus. Et écho à leur construction à cet âge-là. En plus. Où ils sont eux-mêmes en révolution. Et, donc forcément ça les touche. Et le prix des détenus, la liberté peut-être, entre autres. Forcément la révolte, la liberté, l'injustice. Etc. Et quelque chose d'extrêmement intéressant, moi je trouve que je m'y attendais pas, c'est qu'on rencontre des gens, en particulier qui ont des longues peines, mais qui avaient des familles au moment d'être incarcérés, des enfants tout jeunes éventuellement, et qui m'ont dit, je suis en train de passer à côté. Et Madeleine, il y a cette espèce de famille, non pas de sang, mais de cœur, d'adoption, qui se reconstruit. Et il y a l'idée du lien familial à tous les étages. Et ils ont trouvé ça extrêmement émouvant. Et donc c'est un mélange.
C'est super chouette. Entre ces liens familiaux et la révolte. C'est magique, cette puissance de Madeleine, ce voyage de Madeleine, tout ce que Madeleine apporte à des gens qui en ont tellement besoin et qui s'identifient. Elle a une longue vie, Madeleine, à venir encore. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que elle déborde complètement le cadre que je lui avais imaginé au départ. Ouais. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est super chouette. On a dit pas mal de choses. Oui, suffisamment, mais pas trop. Mais pas trop. Je laisse le plaisir aux lecteurs aux futurs lecteurs de découvrir ce roman magnifique. Et les précédents, tous parce qu'ils sont tous bien. Sandrine Colette, Madeleine avant l'aube, aux éditions Lattès. Au Salon Livre à Vannes, encore jusqu'à cet après-midi, avec une intervention à 11h15, à 11h15 et un départ à 13h. Et un départ à 13h. Bon salon à vous, bonne rencontre avec tous vos lecteurs et au plaisir de rediscuter avec vous du prochain roman. Avec grand plaisir en tout cas. Merci à vous, merci pour le temps passé et à bientôt. Merci beaucoup.